Bonjour, Anne Le Galoudec, enseignante depuis 2010. Vous souhaitez du calme, de la joie, de l'équanimité, arrêter de réagir aux stimuli, alors la pratique de Shamatha est faite pour vous. J'ai donné des consignes de base il y a 3 semaines, je vous mets le lien en haut et je vous donne aujourd'hui des consignes supplémentaires, c'est enregistré en direct avec mes élèves. C'est parti. Donc, déjà tout d'abord, félicitations à vous, hein. Beaucoup ont mis en place une pratique quotidienne et même pour certains bi-quotidienne. Donc, c'est génial. Et puis, tous mes encouragements à ceux qui sont en chemin de mettre en place cette pratique quotidienne. C'est vraiment chouette. Euh, Après, pour la durée qui est possible, d'accord? Donc, je vous demande à chaque fois de vous engager sérieusement dans la pratique, quel que soit votre état d'esprit. Parce que ça veut dire apprendre à ne pas se juger sur la qualité de la pratique. Je vous ai déjà dit, la mauvaise pratique, c'est uniquement celle qu'on ne fait pas. Donc, de pratiquer quel que soit notre état physique, mental et émotionnel, ça nous habitue à ne pas juger notre état et à toujours revenir à l'instant présent. Donc ça, c'est vraiment important. Si vous commencez par un petit peu, c'est pas grave, mais vous verrez au fur et à mesure que finalement, pratiquer longtemps, c'est beaucoup plus facile parce qu'on a le temps de se déposer. D'accord? Et à ce sujet, en fait, moi, je vais très vite au début. Quand je donnais les consignes, je vais très vite. Et en fait, je vais très vite parce que je suis habituée à méditer, donc je rentre tout de suite dans la méditation. Par contre, n'hésitez pas à prendre même un quart d'heure ou 20 minutes pour rentrer dedans. D'accord? Le temps de la motivation, de vraiment mettre en place une motivation forte. Le scan du corps, se déposer, prendre tout le temps qui est nécessaire pour tout installer. D'accord? Et après, avec le temps, vous irez trop vite. Et là, je me rends compte, en fait, que sur bien des choses, je vais très vite. Et encore une fois, je vous renvoie au livre de John Yates, qui va vous faire pratiquer exactement là où vous en êtes. Et qui donne vraiment des outils, comme il est aussi docteur en neurosciences, des outils extrêmement pertinents. Il est à la fois enseignant en méditation, et donc ça va être vraiment adapté à là où vous en êtes. Et je vous invite à pas pratiquer plus loin que ce que vous êtes. Parce qu'en fait, on régresse quand on fait ça, on n'avance pas plus vite. En fait, il faut vraiment respecter chaque étape des 9 étapes du chemin de Shamatha. Donc ça, c'est très important. Donc, la motivation, c'est facile, hein. On a envie d'être dans la joie, dans la paix. Et on arrive même avec la pratique, à force de pratique, à vraiment reconditionner notre esprit. C'est-à-dire que quand on va être dans le calme mental, il y a des choses anciennes qui vont remonter. Et le fait de rester en présence et de les laisser filer, ça reprogramme notre esprit à ne plus réagir au trauma. D'accord? Avec Shamatha, on apprend à ne pas réagir, mais à agir. Bien souvent, quand on a un stimulus, on va réagir automatiquement. Bien là, quand on est dans Shamatha, il n'y a pas de réaction puisqu'il n'y a pas de mouvement et qu'il n'y a pas de pensée. Donc, on apprend à laisser être un stimulus et à décider d'agir ou non. Donc, c'est vraiment une pratique qui est essentielle, pas seulement pour pratiquer la méditation, mais pour notre vie. La posture. Alors, je vous ai indiqué, hein, le dos droit, menton rentré. On n'a pas parlé des mains. Alors, si une chose qui m'a étonnée, c'est que il y a des gens qui ne savaient pas que quand on médite, on ne bouge pas. En fait, quand on médite, on a une posture stable et sans aucun mouvement. D'accord? Il y a juste le mouvement de la respiration. Les mains, soit elles sont sur les cuisses, soit elles sont l'une sur l'autre avec les pouces en contact. Celle-ci est vraiment formidable pour avoir une vigilance périphérique sur la posture. Parce qu'en fait, si on est trop relâché, nos doigts vont s'écarter. Si on est trop tendu, on va le constater. Donc, quand on est avec la vigilance périphérique sur la posture et l'environnement, il est vrai que cette position des mains va vraiment aider à avoir cette vigilance sur la posture. D'accord? Et on a parlé de la posture assise, le dos droit. Quand on est malade, on peut pratiquer couché. À partir du moment où on respecte dos droit, menton rentré, langue derrière les incisives du haut. D'accord? Donc tout ça, c'est vraiment, ça offre plein de possibilités. Par exemple, quand on est malade, on peut tout de même pratiquer. Pour les gens qui s'endorment,
On peut pratiquer debout, en respectant, même chose, la consigne, pas de mouvement, etc. Alors, on a vu certains cas où il y a une douleur violente qui peut se montrer. Notre corps n'est pas habitué à rester sans mouvement, donc il va protester. Il peut y avoir des gratouillis, des picotements, mais aussi des douleurs fortes, principalement quand on pratique en tailleur. Dans ce cas-là, on va laisser ça en vigilance périphérique. D'accord? C'est là, on sait que c'est là. On le met dans notre champ de conscience, mais notre attention, elle reste sur notre point d'attention. D'accord? Par contre, au bout d'un temps, si c'est vraiment violent et qu'on n'en peut plus, on va bouger, mais bouger en pleine conscience. C'est-à-dire qu'on met vraiment son attention sur la douleur. On peut déjà l'écouter un instant et peut-être ça va la faire céder sans bouger. Et sinon, on va bouger doucement, en pleine conscience, en sentant tout ce que l'on fait. Et quand la douleur passe, on revient au point d'attention. Et alors, attention à la posture. Il faut qu'elle soit confortable, mais pas trop. Inconfortable, on va être focalisé sur les tensions du corps et les douleurs. Trop confortable, on peut sombrer dans la torpeur, voire l'endormissement. Donc, trouvez une posture qui est juste pour vous, qui vous demande de vous tenir, mais qui ne vous demande pas trop d'efforts. Alors, après le choix de l'ouverture des yeux, donc on a dit les yeux fermés ou ouverts. Voilà, et on garde ça tout le long. Alors, les yeux fermés quand on débute, ça peut être aidant. Par contre, ça peut entraîner un manque de vigilance périphérique. Pourquoi c'est important cette vigilance périphérique? Parce qu'en fait, on chemine vers la pleine conscience. Donc, attention et vigilance périphérique. Il n'y aurait pas de pleine conscience si on n'était que focalisé sur le point d'attention. On a une conscience de sa posture et de son environnement. Ce qui fait qu'après, dans le monde, on peut être très centré, focalisé et en même temps réactif quand un stimulus va se montrer autour, parce qu'il peut y avoir des urgences dans la vie où on a besoin d'être en lien avec ce qui se passe autour. Et on peut être parfois beaucoup trop focalisé. Donc, ouverture des yeux, fermé, ouvert. Donc, ouvert, classiquement, on place les yeux 2 à 3 mètres devant soi. D'accord? C'est la pratique classique de méditation. Vous verrez que si le regard se rapproche jusqu'à 1 mètre environ, ça peut vraiment faire monter l'intensité émotionnelle. Donc, à voir si c'est ce que vous souhaitez ou pas. Et quand on regarde droit devant, on a une très bonne vigilance périphérique. D'accord? Et par moment, si vous êtes trop focalisé sur le point d'attention, vous pouvez sombrer dans une torpeur s'il n'y a plus assez de vigilance périphérique. Et ça peut commencer par une torpeur un peu douce. Là, quand on est un peu comme ça, on est très bien, un peu dans un petit cocon, là, c'est le début de la fin. On est en train de sombrer dans la torpeur. Il y a une clarté qui diminue de la sensation. D'accord? Donc là, on se remet dans un bon ancrage, une bonne vigilance périphérique et on replace son attention. On peut aussi augmenter la respiration. Vous allez apprendre à capter plein de petits signaux que soit vous êtes prêt à vous endormir, soit votre mental va vous emmener quelque part. Voilà. Donc, ouverture des yeux, à vous de choisir ce que vous voulez. L'intention pour cette pratique. Donc, de pratiquer, de mettre une intention avec là où vous en êtes. Si vous êtes en train encore de vous fâcher avec vous-même parce que vous partez, peut-être d'avoir l'intention d'être doux avec soi-même. Parce que comme on l'a dit, si la méditation est une torture et qu'on s'engueule, on n'a pas envie de revenir. Votre esprit va dire non, non, mais moi je fais pas ça. D'accord? Donc ça peut être une intention pour cette pratique en particulier. L'intention, ça peut être de garder le point le plus longtemps possible. Ou ça peut être cette fois de remarquer quand la torpeur commence à s'installer. Donc à chaque pratique, c'est une intention différente. Autant la motivation est quelque chose de global, de pourquoi on fait ça. Et à chaque pratique, vous aurez une attention très ciblée sur ce que vous avez besoin de mettre en place. Alors cette fameuse attention, ici.
pendant un certain temps. Là, on fait 30 minutes en ce moment. Vous allez vraiment sentir le maximum de choses. Les températures, les petites pressions, à quel endroit. Le plus vous allez vous intéresser, le plus ce sera facile de rester. D'accord? Vraiment, ça c'est important quand vous avancez dans la pratique de regarder longueur inspire, longueur expire, durée des pauses. Est-ce que la respiration est plus ou moins superficielle au fur et à mesure de la pratique? D'accord? Et moi, j'avais dit à Flo de pas mettre de mots. Et en fait, j'ai relu les consignes de débutants. Oui, vous pouvez le faire, de dire, voilà, j'inspire, je sens l'air dans mes narines, j'expire. Le but, en fait, quand on démarre, c'est d'être capable d'avoir un esprit qui reste en place et qui va là où on a décidé qu'il va. Donc, n'hésitez pas au début. Après, par contre, il faudra vous débarrasser de cette habitude. Donc, ça se discute. Mais ça peut être une aide au départ si c'est vraiment difficile pour vous de rester avec une attention en place. Donc, essayez de traquer. On dit qu'on peut avoir au moins une douzaine de sensations. Donc, à vous d'être curieux et d'explorer ce que vous pouvez sentir là. Et la respiration. Alors, on a parlé de respirer naturellement. Et plusieurs personnes ont dit qu'en fait, bah, pour eux, ça devenait un peu comme un exercice respiratoire. Et là, on a trouvé un antidote qui est très bien, c'est de rester en place ici, même entre l'inspire et l'expire. Parce que ça ne bouge pas. Et du coup, c'est plus un exercice respiratoire. D'accord? On est là. Et on inspire, on expire et on observe ce qui se passe. Voilà les consignes supplémentaires. Donc, je pense que ça, bon, ce sera peut-être à réécouter, que ça va vous accompagner aussi. Vraiment, je vous recommande encore cet ouvrage qui est vraiment une merveille pour à chaque endroit où on est sur notre chemin. Et pensez toujours à étiqueter pensée quand vous partez. Quelle que soit la pensée, brillante ou mondaine, on s'en fiche. Et beaucoup de douceur pour revenir. Savourez ce moment où vous revenez, comme ça votre esprit voudra revenir à chaque fois. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir et je vous invite à pratiquer avec nous. C'est gratuit et c'est plus facile quand on est ensemble. Je vous dis à très bientôt.